Chers amis de Radio Courtoisie, très heureux de vous retrouver pour ce libre journal de l'identité. Je remercie notre technicien, Jean-Édouard, aux manettes, ainsi que les secrétaires qui prendront vos messages. Je souhaiterais commencer ce libre journal par l'évocation d'un deuil personnel. Un ami de longue date, conseiller municipal Front National de la commune des Yvelines où il demeurait, est décédé brutalement samedi dernier d'un arrêt cardiaque à l'âge de 57 ans. Ces obsèques auront lieu aujourd'hui à 14h30, donc tout de suite après notre émission. Michel, je sais que tu appréciais cette émission, que tu l'écoutais régulièrement. Eh bien, je te dédie le libre journal de l'identité de ce jour. Repose en paix, ami, dans cette terre de France que tu as aimée. Alors, 4 invités pour ce libre journal, 2 invités présents en chair en os dans le studio. Christine Tajan, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente fondatrice de Résistance républicaine, une habituée du libre journal de l'identité, et merci d'avoir encore une fois accepté mon invitation. Je vous reçois aujourd'hui pour votre livre « L'islam à la conquête de l'école », édition évidemment Résistance républicaine, sortie en décembre dernier. Décembre, oui. Et puis vous êtes accompagné de votre complice, Pierre Quessan. Bonjour. Bonjour Henri. Président fondateur de Riposte laïque, et vous allez... Alors fondateur, porte-parole. Porte-parole maintenant, d'accord. En deuxième partie, j'aurais dû recevoir le responsable de la section lyonnaise du GUD, mais qui nous vient directement de Lyon, et donc Steven Bissuel, dont passera en dernière partie. S'il arrive à venir, il y avait, paraît-il, un colis suspect sur les voies qui a annulé et fortement perturbé la liaison ferroviaire entre Paris et Lyon. Vers 12h50, je recevrai par téléphone, donc il n'y a pas de déplacement là, tout va bien, le youtubeur Aldostérone, bien connu des foules internet, au sujet de l'explosion des crimes et délits que connaît la Grande-Bretagne, et tout spécialement Londres. Londres, dont on peut rappeler que le maire est depuis 2016 le travailliste et par ailleurs musulman Sadiq Khan. Et puis, enfin, vers 13h30, et excusez-moi, là, je m'aperçois, j'aurais dû intervertir les 2 rendez-vous. C'est en fait à l'heure de... je m'embrouille les pinceaux, excusez-moi. C'est au moment où j'aurais dû recevoir Steven Bissuel que je vais recevoir le général Antoine Martinez, donc à 12h35, pour être précis. Donc voilà. Alors, que nous dira le général Martinez ? Eh bien, il tiendra naturellement sa traditionnelle tribune. Et il nous parlera d'une autre tribune, d'un autre général, le général François Lecointre, chef d'état-major des armées, donc ce qu'on appelle le CEMA. Tribune Paris, il y a quelques jours dans le Figaro, à la suite de la publication d'un ouvrage collectif sous sa direction, ouvrage intitulé « Le soldat, 20e et 21e siècle », édition Gallimard. Donc, comme vous pouvez le constater, du pain sur la planche. Alors, Christine Tazin, vous avez publié en décembre dernier un livre intitulé « L'islam à la conquête de l'école », édition donc Résistance républicaine. Je dirais qu'il s'agit d'un livre de combat, c'est-à-dire petit format poche, 150 pages, pouvant servir d'argumentaire et de contre-argumentaire dans les discussions avec des gens qui ne seraient pas forcément très au courant de ce qui se passe dans leur beau pays. Donc un livre militant. Il fait partie des fondamentaux de Résistance républicaine. C'est le 3e de la série. C'est ça. Justement, on a choisi le petit format pour qu'il soit facile à lire, à utiliser et effectivement à transporter pour argumenter, etc. Donc c'est tout à fait dans l'esprit des livres que vous éditez à Résistance républicaine et naturellement à Riposte laïque également. Alors vous dressez dans ce livre, le constat terrifiant que l'institution scolaire est déjà largement gangrénée par un totalitarisme qui ne dit pas son nom. Alors est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux ? Alors l'état des lieux est terrifiant effectivement, puisque tout ce qui concernait l'identité française, l'histoire française, nos héros, nos livres, nos écrivains sont peu à peu gommés, effacés, mis dans l'ombre au profit, cette fois-ci, de l'islam, des thèmes sur les migrants, l'immigration, le racisme, le colonialisme, et ça s'accompagne en même temps de transformation des programmes et de transformation de la pédagogie
où tout ce qui donnait un sens et permettait à nos enfants de connaître leurs racines a disparu. On n'étudie plus, bien sûr, l'histoire de Charles Martel, on ne parle plus de Charlemagne, ni même de Louis XIV. On va dire, comment s'habillaient les gens à l'époque de Louis XIV, plus que Louis XIV. Mais on va étudier l'histoire des empires africains, par exemple. Le monomotapa, je crois, c'est bien cela, non? Il y en a 2 ou 3 au programme et le professeur choisit. Bien sûr. Alors, vous parliez de Charles Martel, ça serait intéressant de voir l'évolution de la manière, dans la manière dont les programmes et les livres, évidemment, qui sont les supports, les médiateurs du programme, ont présenté Charles Martel depuis l'après-guerre, disons. Depuis 1950, dans le petit livre, effectivement, je présente quelques extraits de manuels en montrant comment ça commence. Dans les années 1950, on a des mots très forts sur la conquête musulmane, les Arabes, les barbares, l'invasion, la violence, etc. Et peu à peu, au fil des programmes, des changements politiques, on parle de la civilisation musulmane, de la civilisation de l'islam, des comparaisons entre 2 civilisations, et on oublie de plus en plus, cerise sur le gâteau quand même, le christianisme et tout ce qui est de l'ordre de la chrétienté. C'est-à-dire que dans les programmes, on va vous parler beaucoup plus de l'Inquisition et des croisades montrées comme une agression, alors qu'on sait tous que les croisades étaient faites pour aller défendre les chrétiens et le tombeau du Christ auquel les barbaresques refusaient qu'on ait accès. Mais ça n'est pas dit, ça n'est pas expliqué. Et on oublie tout à fait tout le côté civilisateur, c'est notre patrimoine qui était dans le christianisme. Alors que on passe beaucoup de temps, dès le premier trimestre de l'année de 5e, les professeurs ont beaucoup de temps et le prennent pour développer ce qu'est l'islam, ce qu'est une mosquée, ce qu'était Mahomet, qui n'est pas du tout présenté comme le chef de guerre sanguinaire qu'il était. Alors en particulier, vous dites, c'est très symptomatique dans le programme et dans les livres en 2010. On parle Charles Martel a carrément disparu, ainsi que Poitiers 732. Totalement. Effectivement. Et en revanche, on parle de la victoire des musulmans sur les Visigoths à Guadalete en 711. Et oui. Ça, la victoire des musulmans est citée, alors que la victoire de Charles Martel disparaît. A disparu. Voilà. Donc c'est très, très révélateur. Totalement. Et c'est vraiment une manipulation complète de l'histoire et de l'esprit de nos enfants. C'est-à-dire que nos enfants ne peuvent pas sortir en étant attachés à la France de façon charnelle, de façon en admirant des héros auxquels ils peuvent s'identifier. Ça a disparu et c'est fait exprès. Donc finalement, c'est une inversion des valeurs. C'est l'envahisseur qu'on valorise. Total, c'est vraiment fait exprès. Ça s'appelle le grand remplacement, ça commence à l'école. Dans les esprits, oui, c'est ça, tout à fait. Et puis il y a le thème des migrants qui est assez prégnant dans les manuels maintenant. Et finalement, on s'aperçoit que quand on lit les manuels et quand on regarde les programmes, les musulmans qui ont envahi et pillé de nombreuses régions d'Europe, donc de 711, au moment où ils sont apparus en Espagne, et jusqu'en 1830 pour faire court, finalement, ça n'était que de gentils migrants. Oui, c'était simplement des gens comme les Huns. Les Huns aussi étaient des gentils des migrants. Voilà. On a des livres scolaires qui présentent les invasions barbares comme simplement des histoires de migrants. Donc finalement, c'est un petit peu, puisqu'on valorise maintenant les migrants, c'est l'histoire revisitée au profit de l'idéologie mondialiste contemporaine. C'est ça, totalement. Donc, vous dites que c'est un système qui a été apporté par des envahisseurs, appelons-les comme ça. Ce sont bien des envahisseurs, des gens qui ont colonisé, en effet. Donc, l'Espagne a été colonisée pendant plusieurs siècles. D'après vous, d'où vient cette espèce c'est pas une espèce, c'est à part entière, c'est une haine de soi qui est cultivée par nos élites, entre guillemets, et qui tentent, ces élites, d'infuser jusqu'au plus profond de notre conscience à travers le système scolaire. D'où vient cette haine de soi ? Voilà, la question est très compliquée et complexe. Elle vient d'abord, je crois, d'une idéologie gauchiste,
qui a corrompu quelque peu l'idéologie mondiale. On le voit actuellement avec ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, par exemple, où tout ce qui pourrait rappeler une histoire où il y a des blancs, des capitalistes, des colonisateurs, des esclavagistes doit être honni. Et donc, il y a vraiment la haine de soi. Et puis, vous avez quand même les intérêts économiques qu'il ne faut pas oublier. D'ailleurs, je donne dans le livre quand même accès à des documents qui sont essentiels, qui montrent les accords passés entre les pays musulmans, les pays exportateurs de pétrole. Alors effectivement, on va en parler, c'est quelque chose d'important. Voilà. C'est effectivement les accords concernant l'ISESCO. Oui. Et donc, c'est une partie importante de votre livre. Peut-être que tu pourrais. Et donc, Pierre, est-ce que vous avez effectivement une approche personnelle sur ce sentiment de haine de soi qui paraît absolument déterminant dans la culture contemporaine de notre pays? Chez les gauchistes, il y a presque une culpabilité post-coloniale et un côté très catholique finalement dans la repentance. C'est-à-dire, il y a ce côté, on a fauté, on doit demander pardon. On a fauté, c'est quand même l'idéologie des années 80 de BHL, c'est la France doit être multiculturelle et la France c'est Vichy. En gros, la France ce n'est que Vichy. C'est la France, c'est les gens qui ont fait suer le Burnou en Algérie. En oubliant juste de préciser qu'en 1830, puisque vous avez évoqué cette date, si les Français ont été en Algérie, c'est juste pour mettre fin à l'esclavage et pour mettre fin aux razzias dans la Méditerranée. Et au trafic d'esclaves, en effet. La France, c'est l'esclavagisme, en oubliant juste de préciser que c'est la République par Schœlcher qui a mis fin à l'esclavage. Et désolé camarades, mais si on parle de l'esclavage, les derniers pays où il demeure des formes d'esclavage sont les pays... Soudan, Libye, par exemple. Et on tait toujours la sauvagerie de la barbarie musulmane contre les esclaves noirs. Donc c'est en permanence une espèce de repentance que j'appelle un petit peu post-chrétienne chez nombre de gauchistes. Et c'est donc effectivement des gens qui ont honte, je crois qu'il y a vraiment ce côté, c'est des gens qui ont honte de vivre dans des pays riches, de vivre dans des pays évolués, de vivre dans des pays où il y a une égalité entre les hommes et les femmes, où les rapports sont quand même, où on a des conquêtes sociales qui sont quand même assez appréciables, où il y a un savoir-faire, où il y a un génie français. Tout ça, ils ont honte par rapport au tiers-monde, par rapport à tout ça. Ils ont honte par rapport à l'Afrique qui n'est pas capable de profiter de ses richesses minières, de ses richesses pétrolières. Et donc, comme ils ont honte, quelque part, ils ont décidé de détruire le pays dans lequel ils sont parce qu'ils ne l'aiment pas, parce qu'ils en ont honte et parce que finalement, ils préfèrent une vision totalement tiers-mondiste et la tiers-mondisation de la France. C'est ce qu'on assiste aujourd'hui avec le phénomène migratoire, ce qui se passe à Calais, où vous avez le transfert de pratiques tribales. Et ça leur pose pas de problème, alors que c'est une régression épouvantable dans l'humanité. Et c'est ce que Christine a très très bien montré. Régression civilisationnelle, en effet. Oui, tout à fait. Barbara Lefebvre a publié récemment un livre qui s'appelle J'ai le droit, Génération J'ai le droit. Et elle signale quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on a réintroduit la préhistoire qui avait disparu des programmes. Alors, pourquoi est-ce qu'on réintroduit la préhistoire ? Eh bien, tout simplement parce que ça permet d'expliquer l'histoire sous l'angle des migrations. Bien sûr. Néandertal qui se fait peu à peu déloger par Homo sapiens. Oui, nos ancêtres africains, la civilisation vient de l'Afrique, alors que c'est carrément remis en cause par d'autres chercheurs. Oui, tout à fait. Le but est bien celui-là. Voilà. La théorie Out of Africa, comme on l'appelle, et puis il y a une théorie multipolaire qui dissémine l'origine de l'Homo sapiens, en effet. Donc tout est vraiment fait dans un certain angle. Il faut vraiment. Je pense que les gens qui ont des enfants ne se rendent pas nécessairement compte parce qu'on voit un cours, on voit un autre, etc. Mais tout va dans le même sens. Et donc Barbara Lefebvre fustige l'enseignement qu'elle appelle l'enseignement de la contrition, c'est ce que vous disiez Pierre Cassan, et de la concurrence mémorielle. Alors effectivement, c'est à celui qui aura été le plus en but à l'homme blanc finalement. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Toi, tu as souffert, mais moi, j'ai encore davantage souffert que toi, c'est ça ? Les hommes blancs n'ont jamais souffert. Non, je veux dire, c'est ce qu'ils se disent entre eux. Bien sûr, bien sûr.
Et voilà, donc nous sommes coupables de l'horrible colonisation. Et donc Macron a bien rappelé, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. Nous sommes coupables de la rafle du Veldiv, puisque Chirac a dit qu'il s'agissait d'une dette inexpiable. Donc, je suis désolé, mais quoi qu'on fasse, on n'arrivera jamais à se laver de cette dette. Impossible. Et puis, l'exploitation du tiers-monde et de ses travailleurs. Et tout le monde sait qu'en 1945, eh bien, la France s'est reconstruite grâce aux travailleurs immigrés. Évidemment. C'est bien évident. Voilà. Et il faut expier surtout, là, je présume, vous avez suivi cette histoire des 848 Chibani marocains. Oui, en effet, la SNCF. Qui viennent de poursuivre la fait. SNCF. Je veux dire, la SNCF, c'est pas pour dire les trains arrivent jamais à l'heure. Vous venez d'en avoir l'expérience avec Steve Bissuel. Et la SNCF va sortir des milliards pour indemniser 848 salariés marocains qui... c'est gros lot, alors, vraiment. Mais ça va leur faire 200 000 euros chacun. Quand en même temps, dans l'actualité, on constate quand même que les vieux Français sont maltraités dans des EHPAD, dans des mouroirs et tout, on constate que la SNCF est plus capable de faire arriver des trains à l'heure, mais on a trouvé des juges et des avocats pour défendre la victimisation, on est toujours là-dedans, de ces 848 travailleurs marocains qui ont quand même bénéficié de notre système scolaire, de notre système de santé, du regroupement familial et de conditions quand même qu'ils n'auraient jamais eu dans leur pays. Ça suffit pas et on fait cracher à la France parce qu'à l'arrivée, c'est la France qui va cracher. C'est-à-dire nous. 200 000 euros par travailleur. 200 000 euros par travailleur. Enfin, c'est d'une rare indécence. Mais c'est exactement l'esprit du livre de Christine. C'est la repentance permanente. Et donc, la France n'a pas permis à ses salariés de sortir de leurs conditions. Elle les a surexploités. C'est quand même ahurissant. Alors malgré tout, il y a quand même des lueurs d'espoir, il y a des résistants malgré tout. Et Christine, est-ce que vous pourriez nous parler de Louis Chagnon, évoquer sa mésaventure et la manière très brillante dont il s'est tiré de cette affaire délicate. Louis Chagnon était enseignant dans un collège, alors ça remonte à quelle année ? 2003, voilà, dans un collège parisien, et il traite ce qui est au programme, à savoir l'islam, et il ajoute juste quelques mots sur Mahomet en disant qu'il a effectué un massacre d'une tribu juive où effectivement il y a eu plusieurs centaines de juifs qui ont été tués en une seule journée. Entre 600 et 900. Voilà, mais bon. J'avais parlé de fourchette, c'est pas forcément... Oui, c'est un peu, mais bon. Il parle des pillages, il qualifie Mahomet de voleur. Voilà. Et il se trouve qu'il y a dans la classe quelques élèves musulmans et que ça fait un scandale pas possible. Il est accusé d'avoir des mensonges, etc. Et il est tout de suite mis à pied, suspendu, mis à pied, procès, menace de procès. C'est d'abord un blâme du rectorat. Avant, il y a déjà il y a déjà un procès. Il y a déjà la menace. Enfin, il y a la plainte. Il y a la plainte qui est instruite et il est suspendu en attendant. Et il va devoir se battre comme un beau diable. Il sera acquitté, relaxé, et les autres... Parce qu'on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de faux de faits. C'est-à-dire que des cahiers des élèves ont été réécrits, raturés, pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Alors, je crois qu'effectivement, il avait dit la vérité, à savoir totalement, qu'il y avait eu un massacre entre 600 et 900. Et je crois que sur les cahiers, une main mal intentionnée avait rajouté par jour. C'est ça. Ce qui, évidemment, il n'avait pas dit. Voilà. Donc là, c'est faux, bien sûr. C'est pas 600 à 900 personnes tuées par jour, mais en tout cas, il y a eu un massacre ça de 600 à 900 date quand même de 2003. C'est le moment où il y a le vote sur le voile, l'interdiction des signes religieux à l'école, etc. Où les gens commencent à se rendre compte quand même qu'il se passe des choses. Et c'est pas un hasard. C'est clair que le message, c'est touchez pas à Mahomet. Touchez pas à l'islam. Et alors, je relève quand même quelque chose d'assez positif, c'est que la mésaventure de Louis Chagnon a fédéré un certain nombre de bonne volonté, de gens qui, en tout cas, se sont dit non, là, trop, c'est trop, et que ces gens qui se sont spontanément portés au secours de Louis Chagnon pour lui affirmer leur aide, ça va de l'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite, à l'extrême gauche. Tout à fait. Donc il y a eu un terrain d'entente spontané
sur cette affaire. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu, même à gauche, des gens avec une certaine déontologie, à savoir, on soutient quand même l'enseignant qui n'a pas fait de faute, mais qui a simplement dit la réalité. Enfin, moi, je serais peut-être moins positif. Je pense qu'il y a aussi une évolution de Louis Chagnon qui n'était pas connue par ceux qui, à l'époque de gauche, l'ont soutenu. Je pense notamment à l'Union des familles laïques, que j'ai bien connu. Puisque Louis Chagnon est quand même de culture communiste. Oui, il a été au Parti communiste avant cette mésaventure. C'est un ancien syndicaliste qui a évolué et qui aujourd'hui paraît plutôt proche de la Griffe et de Bernard Antony. Tout à fait, mais quand les gens de l'UFAL ont soutenu Louis Chagnon, son évolution n'était pas encore publique. Donc il avait l'image, malgré tout, d'un ancien communiste, d'un mec de gauche. Donc ils se sont trompés de clients, finalement. Je pense que s'ils avaient su que Louis Chagnon était à la Griffe, ils ne l'auraient jamais soutenu. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas trop idéaliser cet unanimisme. Donc il y a une erreur sur la marchandise. Sinon, nous, on va finir par croire que ces gens-là vont défendre notre liberté d'expression. Or, c'est pas ce qu'on a constaté jusqu'à maintenant. Parce que je suis Charlie, mais pas nous. Il y a toujours des limites. Je relevais quand même parmi les soutiens de Louis Chagnon, vous aviez Yvan Rioufal, excusez-moi. Donc, oui, mais c'est pas tellement l'extrême. Non, c'est pas l'extrême. Mais vous aviez aussi le mouvement des Maghrébins laïcs de France. Vous aviez aussi l'Union des familles laïques, vous en avez parlé, Pierre Casson. Vous aviez la libre pensée, quand même. Attendez, vous aviez le mouvement pour la France, alors plutôt à droite, en effet. Vous aviez Primo Europe, groupe pro-sioniste de droite. Vous aviez Occidentalis, etc. Donc, on peut se dire qu'il y avait une espèce d'écuménisme qui s'était formé à ce moment-là. La scission n'était encore pas claire, mais je pense, comme le dit Pierre, que les origines politiques de Louis ont dû jouer. Ça a dû jouer, oui, tout à fait. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là, mais... Je suis désolé. Non, je suis un peu naïf. Je suis un peu naïf. Christine, parlons un petit peu des collabos que vous épinglez. Normal Sup, Sciences Po, Syndicat Sud Éducation, l'ESPE ex-IUFM de Créteil, etc., etc. Est-ce que vous pourriez nous faire un pot pourri de toutes ces collaborations ? Écoutez, moi je suis un ancien professeur. J'ai adoré mon métier et j'ai toujours veillé à avoir une éthique, à savoir qu'en cours, on ne fait absolument pas... on ne porte pas la connaissance des élèves, nos choix politiques, ce qu'on pense, etc. Et on fait très attention à ça. Et donc, quand j'ai découvert qu'il y avait des instituts de formation des professeurs, donc cautionnés par l'Éducation nationale, organisés par les académies, qui invitent le CCIF payé par Soros, payé par les frères musulmans pour islamiser la France, j'en suis restée comme deux ronds de flanc. Ce sont les mêmes qui invitent une Nouria Boutelja, porte-parole des indigènes de la République, et qui écrit clairement que si nous, Français de sous-chiens, comme elle le dit élégamment, nous ne nous mettons pas à quatre pattes devant l'islam, nous serons tous exterminés un jour ou l'autre. Les choses sont claires, sont dites. Et ce sont ces gens-là qui forment des professeurs. Alors, ils organisent des stages de l'Éducation nationale. Ils organisent des stages dont certains ateliers sont interdits aux Blancs, sont interdits aux hommes. Et tout ça... On appelle en non-mixité. Voilà. C'est pour éviter de dire interdit aux Blancs, quoi. Et même aux femmes si elles ne se voilent pas. Oui, voilà. Et on a tout ça dans le cadre de l'Éducation nationale avec des syndicats qui ont des subventions, qui sont acceptées par l'Éducation nationale. Blanquer, pour le dernier, a fait mine de taper du poing sur la table, mais on n'a pas du tout entendu dire que Sud Éducation allait être dissous pour autant. Et Sud Éducation recommence cette fois-ci en organisant une projection d'un film interdit aux Blancs, là aussi. Imaginons le SNAL que faire un stage syndical interdit aux Noirs. Imaginons le SNAL que faire un stage syndical interdit aux femmes.
je veux dire, ça serait immédiatement les grands cris, appel à la dissolution, suspension des enseignants et tout et tout. Là, vous avez des enseignants qui continuent à gangréner nos gamins en véhiculant des tests pareils, sans la moindre sanction, sans rien. Et les professeurs sont absents sur leurs heures de cours pour participer à ce genre de stage. Oui, donc c'est bien cautionné par l'éducation nationale. Et ces gens-là devraient normalement, il me semble, avoir minimum un blâme, voire être mis dehors de l'éducation nationale. Il y a quand même un problème et ça n'est pas fait. Donc ça veut dire que l'éducation nationale est complice, que le politique est complice et que c'est voulu. Alors écoutez, dans votre livre, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, à Christine Tazin, l'islam à la conquête de l'école, édition Résistance républicaine, vous relevez cette déclaration de guerre, on peut le dire, de Douria Boutelja, qui date de 2011. Et c'est une déclaration de guerre contre les Blancs, je pense. C'est ce que j'évoquais, oui. Voilà, vous l'évoquiez. Alors voilà le discours exact de Douria Boutelja. Donc le discours, donc antiraciste, etc., ne vous plaît pas ? Pas grave, ne discutez pas, prenez-le comme tel. Si vous ne le prenez pas, demain, la société tout entière devra assumer pleinement le racisme anti-blanc. Et ce sera toi, ce seront tes enfants qui subiront ça. Celui qui n'aura rien à se reprocher devra quand même assumer toute son histoire depuis 1830, évidemment. La vieille haine tribale qui ressort, bien sûr. N'importe quel blanc, le plus antiraciste des antiracistes, le plus paternaliste des paternalistes, le plus sympa des sympas, devra subir comme les autres. Parce que lorsqu'il n'y a plus de politique, il n'y a plus de détails, il n'y a plus que de la haine. Donc ça, c'est une phrase qui... Extraordinaire. C'est extraordinaire. Et qui payera pour tous, ce sera n'importe laquelle d'entre vous. Fin de citation. Donc on peut appeler ça un appel au nettoyage ethnique et à la liquidation des Blancs. Totalement. Aucune plainte n'a été déposée contre elle par aucun antiraciste. Elle continue, à ma connaissance, à être payée par l'Institut, par l'IMA, présidé par Jacques Lang. C'est-à-dire que c'est la France qui paye le salaire, parce que l'IMA, c'est nous qui casquons, c'est la France qui paye le salaire d'une femme qui annonce ouvertement son intention de détruire les Blancs. Et même Thomas Guénolé, qui est quand même un gauchiste mélenchonien, a été capable de dire sur un plateau de télévision, de la qualifier de raciste. Pour autant, aucune association antiraciste l'a traîné devant les tribunaux. Les seuls qui l'ont fait, c'est la Griffe. Et le ministère public n'a pas cette possibilité de dire, alors attention, là il y a une phrase quand même qui est un appel au meurtre de masse. Non, elle est invitée dans les trucs de formation, dans des universités, elle est invitée à prendre la parole. Donc ça veut dire que c'est une volonté, c'est tout, c'est une volonté délibérée. Vous parlez également, Christine, dans votre livre, du témoignage de ce principal de collège, Bernard Ravet. C'est exceptionnel. C'est un témoignage très, très courageux de sa part. Très. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a été principal pendant plusieurs années à Marseille et dans plusieurs collèges différents. Et il raconte le quotidien d'un principal avec la violence, avec l'entrée de l'islam. Il raconte notamment cet épisode où des petits livrets sur l'islam, mais sur un islam vraiment qui dit vraiment les choses comme il faut, qui incite vraiment à la haine contre les Français, etc., circulent dans son établissement. Et il finit par découvrir qu'on le leur a donné à la mosquée. Et qui est-ce qui fait circuler et qui emmène les gamins à la mosquée ? C'est un des conseillers... d'éducation. Un des surveillants qui est musulman. Et donc, le principal est affolé, il va à la police, monsieur, on ne peut rien faire, il a un contrat de 6 ans. Il va au rectorat, oui, mais c'est embêtant, vous comprenez, on ne peut quand même pas, puisqu'il a un contrat, etc. Il découvre que tout le monde sait à la police que c'est un fiché S, que c'est quelqu'un qui traîne dans des zones pas vraiment tranquilles, et on ne peut rien faire. Il est obligé lui-même de refuser l'inscription d'enfants juifs parce qu'il sait qu'un enfant juif dans son établissement où il y a beaucoup de musulmans, c'est l'horreur et il risque sa peau. Donc lui-même dissuade les parents et cherche pour cet enfant juif un autre établissement dans la ville. Mais c'est monstrueux. On est quand même dans les années 2016-2017. Donc Bernard Ravet...
principal de cet établissement dénonce la lâcheté de l'institution en des mots qui sont sans ambiguïté. Elle ne tourne pas autour de l'institution et des politiques, parce que clientélisme des politiques. Il dénonce ce que fait Samia Ghali, par exemple, dans la ville de Marseille, qui inaugure une mosquée en compagnie de l'ambassadeur du Qatar. Voilà. Et donc, on peut imaginer que en même temps, on est dans la continuité de ce que dénonçaient les territoires perdus de la République. En 2002-2003, surtout le rapport Aubin, 2004, en 2004, que les ministres de l'époque, je crois que c'était Fillon, se sont empressés de mettre dans un tiroir et de ne pas révéler. C'est les témoignages, par exemple, un Jean-François Chemin, enseignant dans le 93, explique qu'il peut absolument plus enseigner la Shoah. Et à la fin de son livre, il a quand même ces paroles absolument qu'auraient dû susciter une levée de bouclier et qui sont passées à l'as. Il explique qu'il est fatigué d'avoir affaire à des élèves qui tous les jours lui disent « Vive Hitler et vive Ben Laden ». Je veux dire, l'enseignant dit ça. Et ça ne suscite aucune réaction dans l'éducation nationale. Surtout pas de réaction. Ce garçon n'est pas invité sur les plateaux de télévision. Ça serait quand même intéressant de savoir que dans nos écoles, vous avez des centaines et des centaines d'élèves qui disent « Vive Hitler, vive Ben Laden ». Alors, quelques réactions d'auditeurs. Un auditeur, qu'est-ce qu'on attend pour guillotiner ces fauteurs de trouble? Ah oui. Écoutez, monsieur, écoutez. D'avoir le pouvoir. Voilà. Nous sommes dans un pays de droit quand même, on ne peut pas guillotiner qui on veut. Et en plus, ça nous permettrait de nous faire virer de l'Union européenne. Parce qu'on n'a pas ça le droit. serait pas mal, ça, ouais. On n'a pas le droit. Une auditrice, les pensées gauchistes de culpabilisation de la France sont chrétiennes et sous l'influence, j'imagine, et sous l'influence de BHL. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre Cassan. Un auditeur, les gauchistes de l'éducation nationale désirent que l'on soit puni. Oui, effectivement, nous en avons reparlé. C'est une haine de soi, c'est une automutilation finalement par effondrement de notre socle culturel. Votre invité, M. Cassin, non, il n'est pas lié à René Cassin. Ça ne s'écrit pas de la même manière. Ensuite, un auditeur, Yvan Rioufol n'est pas de gauche. FO n'est pas un syndicat de gauche. Beaucoup d'adhérents de FO votent FN. On n'a pas parlé de FO, mais pourquoi pas, monsieur, vous avez raison de souligner cet aspect des choses. N'était-il pas possible d'améliorer les vidéos de Christine Tazin? On vous fait reproche sur votre site, apparemment il y a des problèmes de vidéos. Bon. Écoutez, là, il faut demander aux techniciens, peut-être. Puis je ne sais pas ce qui est reproché. Peut-être, oui, voilà. Et puis cette auditrice, finalement, il n'y a pas que Poitiers comme victoire contre les Arabes, vous avez tout à fait raison, mais c'est l'une des premières. Et oui. Et c'est celle qui passe à la trappe. Qui est symbolique. Voilà. En très peu de temps, malheureusement, Christine Tazin, j'aimerais que vous évoquiez ce dont vous parliez tout à l'heure, à savoir l'ISESCO, le Rabia, etc. Oui, ce sont des textes d'accord Rabia, textes d'accord entre les pays exportateurs de pétrole et puis l'Union européenne de l'époque, qui ont signé des accords pour que, en échange d'un pétrole pas cher, on ait immigration et islamisation de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils se sont engagés à systématiquement à changer les manuels scolaires. Ça apparaît en toutes lettres, c'est très clair. Changer les manuels scolaires. A toujours fait partie de l'histoire de l'Europe. Modifier l'histoire. Et l'ISESCO, c'est un document énorme des années 2000, signé par les pays arabes. C'est l'équivalent de l'UNESCO, entre les pays arabes, où ils expliquent qu'il ne faut surtout pas que la population immigrée musulmane s'intègre et encore moins s'assimile, mais doit garder sa culture, demander sa langue, sa religion, demander, peser pour qu'on enseigne l'arabe, etc. Et donc refuser tout ce qui est notre culture. J'ai reçu Alain Wagner, c'était en octobre 2016, et sur ce thème justement du protocole de Barcelone, sur Eurabia, etc. Et il a fait une intervention très, très courte, très ciblée, qui est devenue virale sur Internet. Donc, amis auditeurs, vous pouvez prendre connaissance de cette intervention. Vous tapez Alain Wagner, Radio Courtoisie, sur un moteur de recherche, et vous retrouverez cette remarquable intervention. Encore une fois, très courte, 15 minutes, mais particulièrement percutante. Malheureusement, nous n'avons
pas le temps de parler davantage de choses, mais on peut signaler la French American Foundation, vous en parlez, Najat Vallaud-Belkacem qui en fait partie, avec beaucoup d'autres. Le mythe d'Al-Andalus que vous avez signalé évidemment comme faisant partie de la destruction de la manipulation socle culturel. J'aimerais simplement dire, dans les quelques secondes qui me restent, que le Figaro Histoire de ce mois consacre son numéro au mythe d'Al-Andalus, avec un excellent article sur Séraphin Fanjul, cet auteur espagnol qui a écrit récemment un livre tout à fait remarquable là-dessus. Bien, écoutez, Christine Tazin, je vous remercie d'avoir éclairé nos auditeurs. Je pense qu'ils l'étaient déjà, mais je crois que votre livre est particulièrement percutant. Et donc, je répète son titre, L'Islam à la conquête de l'école, édition Résistance républicaine. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je me tourne par